Retour à Vienne pour la diplomatie internationale. États-Unis, Russie, France, Arabie Saoudite et Iran seront réunis vendredi pour tenter de trouver une issue politique à la guerre civile en Syrie. Un député arabe israélien sur le mont du Temple pour défier l'interdiction de Netanyahou. La police l'a ensuite éconduit, mais le Premier ministre dénonce des provocations qui mettent de l'huile sur le feu. 2015, un bon cru pour la production de vin dans le monde. Elle sera en légère hausse, mais cela profite à l'Italie qui passe devant la France en tant que premier producteur mondial. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir, retour donc à la case Vienne pour la diplomatie internationale. Ce vendredi vont se retrouver dans la capitale autrichienne les principaux pays concernés par le conflit en Syrie. Il s'agit de trouver enfin une issue politique. États-Unis, Russie, France, mais aussi Arabie Saoudite et l'Iran qui a confirmé aujourd'hui sa participation à ces discussions, signe du retour de Téhéran sur la scène internationale dans la foulée de l'accord nucléaire. Léa Berdugou. L'été dernier, l'Iran était au centre des discussions sur le nucléaire à Vienne. La capitale autrichienne va de nouveau accueillir une délégation iranienne, mais cette fois pour parler de la Syrie. La République islamique, alliée du régime de Bachar el-Assad, a longtemps été écartée des négociations internationales sur le conflit. Mais aujourd'hui, la France et les États-Unis ont bien accueilli cette participation de Téhéran. Il y a de nombreux acteurs en Syrie et de nombreux facteurs qui entrent en compte. Nous n'approuvons absolument pas les opérations de déstabilisation que l'Iran mène en Syrie. Mais nous avons toujours reconnu qu'au moment où les discussions évolueraient vers une transition politique, nous devrions avoir un dialogue avec l'Iran. Mais au-delà de cet accueil favorable, les divergences subsistent. Difficile en effet de réunir à la même table l'Iran et l'Arabie Saoudite, ennemis historiques. Les deux pays s'opposent ouvertement sur la Syrie. Téhéran soutient financièrement et militairement le régime de Bachar el-Assad, tandis que son rival sunnite arme les groupes rebelles. Autre point de discorde, le sort de Bachar el-Assad. Paris et ses alliés occidentaux et arabes veulent négocier un calendrier précis de son départ. Seulement, Moscou s'y oppose pour l'instant. Bachar el-Assad a une nouvelle fois accusé la France lors d'une rencontre avec un député français de soutenir des groupes terroristes. Cette définition inclut selon Damas les islamistes du groupe EI, mais également certains rebelles opposés au régime, considérés comme modérés par les Occidentaux. Et dans une demi-heure, le point de vue d'un diplomate israélien sur ce sommet de Vienne consacré à la Syrie. Les Palestiniens ont une nouvelle fois demandé aujourd'hui à l'ONU d'être placés sous protection internationale. C'est Mahmoud Abbas qui s'exprimait devant le Conseil des droits de l'homme à Genève. Et dans le même temps, une résolution est proposée par la Nouvelle-Zélande. Il s'agit de trouver une solution de médiation afin de faire retomber les tensions diplomatiques entre Israéliens et Palestiniens. Maxime Pérez. C'est un acteur méconnu de la région qui pourrait contribuer à relancer le processus de paix entre Israël et les Palestiniens. La Nouvelle-Zélande s'apprête à présenter un projet de résolution au Conseil de sécurité de l'ONU, dont elle est un membre non permanent. En substance, les Israéliens s'engageraient à ne plus lancer de projet de construction en Cisjordanie et les Palestiniens renonceraient à toute poursuite judiciaire contre l'État hébreu, notamment à la Cour pénale internationale. Un temps mis en sourdine par les États-Unis, éclipsé par l'initiative française très contestée par Israël. Le texte proposé par Wellington arrive au moment opportun, alors que les tensions ont nettement baissé à Jérusalem et que les heurts en Cisjordanie sont également plus sporadiques. Pour empêcher une nouvelle flambée de violence, le texte néo-zélandais préconise des mesures urgentes d'apaisement, en appelant par exemple les parties à s'abstenir de toute provocation sur le mont du Temple. L'objectif est clairement énoncé: rétablir la confiance et préparer le terrain à une reprise du dialogue, interrompu depuis avril 2014 et l'échec de John Kerry à obtenir un accord cadre. En attendant un sursaut de la diplomatie internationale, le président palestinien Mahmoud Abbas était en visite à Genève. Face au Conseil des droits de l'homme dont il était l'hôte de marque, ses propos n'ont pas semblé annonciateurs d'un rapprochement immédiat avec Israël.
Nous voulons votre protection. Nous voulons la protection de la part du monde. Nous ne pouvons plus supporter toutes ces sanctions, toutes ces attaques perpétrées par les colons et l'armée israélienne. Nous avons besoin de protection et nous nous tournons vers vous. Protégez-nous, protégez-nous, nous avons besoin de vous. Dans le même temps, la France, par l'intermédiaire du Quai d'Orsay, continue d'œuvrer pour accueillir sous peu, à Paris, une rencontre au sommet entre Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou. Le Premier ministre israélien aurait d'ores et déjà donné son accord de principe, à en croire l'entourage de Laurent Fabius. Alors en ligne avec nous de Jérusalem, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien, Emmanuel Nachshon. Bonsoir. Bonsoir. Que répondez-vous justement à cette demande réitérée d'Abbas qui en appelle, lui, à la communauté internationale pour protéger les Palestiniens ? Écoutez, ce que nous voyons, c'est encore une fois cette stratégie palestinienne qui est une stratégie unilatérale et qui s'éloigne de la logique des négociations. Et c'est tout à fait dommage. Monsieur Abbas, encore une fois, fait de la propagande et fait de l'incitation à la haine contre Israël. Et je crois que c'est contraire à la logique de la paix et de la négociation. Nous avons appelé Monsieur Abbas à revenir à la table des négociations. Et je crois que ça serait beaucoup plus utile que tenir ce genre de propos à Genève. On voit que la France, notamment, essaie aujourd'hui de réunir autour d'une même table Netanyahou et Abbas. C'est Abbas aujourd'hui qui ne veut pas rencontrer Netanyahou ? Très exactement. Nous avons dit oui immédiatement à cette initiative française parce que toutes les occasions pour se rencontrer sont bonnes. Donc nous avons dit oui et la réponse palestinienne se fait tarder. Ça m'étonnerait que les Palestiniens répondent parce que je ne suis pas sûr qu'ils souhaitent véritablement négocier avec Israël. Est-ce que le fait d'avoir conclu cet accord avec la Jordanie, Emmanuel Nachshon, pour installer ces caméras sur l'esplanade du Mont du Temple, c'est pour vous un moyen de faire retomber la tension et peut-être les violences en Israël ? Parfaitement, parce qu'en fait c'est un moyen qui permet d'augmenter la transparence parce que il y aura probablement un site internet qui sera ouvert à tous et qui permettra d'observer ce qui se passe sur le mont du Temple. Nous voyons d'ailleurs que les Palestiniens essayent de rejeter cette initiative, probablement et même certainement parce qu'ils ont quelque chose à cacher, à savoir leurs activités dans la mosquée d'El-Aqsa qui sont des activités terroristes et criminelles. Donc pour l'instant, cette initiative n'est pas mise en place, il n'y a pas de caméra encore, tant qu'il n'y a pas l'accord des Palestiniens ? Non, alors nous n'avons pas besoin de l'accord des Palestiniens parce qu'en fait l'esplanade des mosquées est sous contrôle ou disons il y a une part de responsabilité des autorités jordaniennes. Donc je pense que nous parviendrons à un accord, mais il faut quand même une coopération palestinienne, c'est absolument certain. Merci Emmanuel Nachshon, porte-parole du ministère des Affaires étrangères israélien. Réaction en direct à cette intervention de Mahmoud Abbas cet après-midi à Genève. La violence, elle continue avec 2 nouvelles attaques au couteau et en moins d'1 heure cet après-midi en Cisjordanie. À Hebron, tout d'abord, un Palestinien a été abattu après avoir tenté de poignarder un soldat israélien. Le soldat n'a pas été blessé. En revanche, un peu plus tard, sur le parking d'un supermarché, cette fois du Gush Etzion, c'est une Israélienne qui a été blessée au dos après avoir été poignardée. Le terroriste a cette fois pu être arrêté à l'issue d'une course-poursuite. On revient justement à Jérusalem. Le Premier ministre israélien avait été très clair. Pas question d'autoriser le moindre député de la Knesset à se rendre sur l'esplanade du Mont du Temple afin d'éviter toute provocation de part et d'autre. Un député arabe israélien chrétien a défié cette interdiction. Il s'y est rendu ce matin. Cyril Amar. Sous sa casquette et ses lunettes de soleil, Bassel Gata s'est rendu ce mercredi matin sur l'esplanade sacrée à Jérusalem. Ni vu, ni reconnu, ce député arabe israélien vient de défier Benyamin Netanyahou. Début octobre, le chef du gouvernement israélien avait pourtant interdit aux ministres et aux députés, juifs comme arabes, de se rendre sur l'esplanade pour ne pas exacerber les tensions autour de ce site ultra sensible. Mais le parlementaire arabe, de confession chrétienne, n'a que faire des directives du Premier ministre. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a publié son exploit. Nous sommes le 28 octobre. J'ai réussi à pénétrer sur l'esplanade d'Al-Aqsa par la porte des Lions.
N'en déplaise à Netanyahou et à son interdiction faite aux députés arabes de se rendre sur le noble sanctuaire. Je suis ici pour lui dire la chose suivante. Vous n'êtes pas plus souverain sur Jérusalem que vous ne l'êtes sur l'esplanade des mosquées. Vous et votre occupation ne pouvez en aucun cas nous empêcher et empêcher notre peuple de prier et de nous rendre sur ce lieu saint. Vous et votre occupation n'êtes que provisoire. Ce lieu saint restera à jamais un site culturel et religieux arabo-musulman. Sur cette autre vidéo, Bassel Gattas affirme que malgré les déclarations de Netanyahou, le statu quo continue d'être violé sur l'esplanade. Une accusation rapidement démentie par un Binyamin Netanyahou qui ne ménage pas ses efforts ces dernières semaines pour tenter de dissiper les tensions. Depuis 2 semaines, l'accalmie a été rétablie sur le mont du Temple. Nous nous employons à préserver cette accalmie. Mais semble-t-il, cela ne plaît pas à tout le monde. Le député Gattas s'est rendu sur le mont du Temple, à la mosquée Al-Aqsa. Je puis vous assurer qu'il ne l'a pas fait pour prier, mais uniquement pour provoquer, pour réchauffer les esprits. Bassel Gattas, lui, n'en est pas à sa première provocation. En juin dernier, le député arabe avait déjà fait scandale en Israël après avoir embarqué à bord d'une flottille pour briser le blocus de Gaza. Les 20 ans de l'assassinat d'Yitzhak Rabin, une journée spéciale vous sera proposée le 4 novembre prochain sur i24 News. Et justement, dans l'actualité, il y a le frère de l'assassin d'Yitzhak Rabin. Il vient d'être assigné à résidence en Israël. La police lui reproche d'avoir menacé, Julien Baloul, bonsoir, menacé le président, l'actuel président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin. Oui, absolument. Donc il a d'abord été arrêté hier, il a été aujourd'hui libéré, puis assigné à résidence. Alors je vais vous lire en fait ce qu'il a écrit sur Facebook pour bien comprendre ce qu'on lui reproche. En fait, Reuven Rivlin avait affirmé lors des cérémonies à la mémoire d'Yitzhak Rabin que tant qu'il sera président, il ne saignera pas la grâce d'Yigal Amir et il restera en prison. Ce à quoi le frère d'Yigal Amir a réagi sur Facebook. Ce n'est pas à lui, à Reuven Rivlin, de décider si mon frère doit être libéré ou non. Cela revient au Tout-Puissant et à lui seul de décider, tout comme il a décidé que Rabin devait mourir alors que Rivlin et ses copains étaient contre, et tout comme il a décidé que Rivlin devait être président. Il décidera une fois le temps venu que Rivlin et l'État sioniste disparaîtront de la surface de la terre. Voilà ce qu'on reproche donc au frère d'Yigal Amir. Il faut savoir qu'il a déjà fait de la prison, il a fait 16 ans de prison, il a été libéré en 2012. Il avait été accusé en fait de complicité dans le meurtre d'Yitzhak Rabin. Alors ce n'est pas malheureusement un cas isolé actuellement lié justement à l'anniversaire de la mort de Rabin. Oui, absolument. Tous les ans, au moment des commémorations de la mort d'Yitzhak Rabin, il y a évidemment des débats sur l'héritage des accords d'Oslo, mais il y a également des personnes qui trouvent bon de justifier le meurtre. Donc le frère d'Yigal Amir, on le connaissait. D'autres personnes, en revanche, ont fait la une de l'actualité. Un jeune orthodoxe israélien qui fait partie d'une unité combattante a été exclu de l'école d'officiers de Tsahal hier après avoir justifié le meurtre d'Yitzhak Rabin. On n'a pas les détails, mais le porte-parole de Tsahal a expliqué qu'il y a eu une enquête, il a bien justifié, il a été exclu. La porte-parole de la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, qui est très à droite, sa porte-parole a écrit sur Facebook, voilà, encore 364 jours avant le prochain festival Rabin. J'ai hâte, donc une critique en fond des cérémonies d'Yitzhak Rabin jusqu'à là. Rien d'illégal. En revanche, ce qui est plus embêtant, c'est le groupe des supporters de football du Beitar Jérusalem. Vous savez, ce groupe de la Familia, qui est un groupe d'extrême droite des supporters du Beitar Jérusalem. Eux, ils sont habitués au scandale. Je vous rappelle que c'est eux qui avaient fait parler d'eux en Belgique lors d'un match contre Charleroi. Alors, on va peut-être voir la vidéo. Vous allez voir, ils criaient tout simplement « Oh, Yigal Amir », donc en référence au tueur, et en scandant son nom. Je vous rappelle qu'en juillet dernier, le Premier ministre israélien avait promis une enquête contre la Familia. Et ironie du sort, Jean-Charles, le Beitar Jérusalem, c'était l'ex-club favori de qui? De Reuven Rivlin, le président de l'État d'Israël aujourd'hui menacé. Merci Julien Baloul. En Afrique, l'armée nigériane annonce avoir libéré plus de 330 femmes et enfants otages de Boko Haram, la secte islamiste qui sévit dans cette région. Et parmi ces otages, eh bien, pourraient se trouver quelques-unes des lycéennes de Chibok enlevées il y a plus d'1 an par Boko Haram et qui avait, vous en souvenez sans doute, mobilisé l'opinion publique à travers le monde. Le procureur turc chargé de l'enquête sur l'attentat sanglant d'Ankara a confirmé aujourd'hui que l'État islamique était bien le commanditaire présumé de cette attaque qui a fait près de 100 morts. Et au même moment, eh bien, le pouvoir turc durcit un peu plus sa répression envers les médias qui lui sont hostiles à quelques jours des élections. Steve Jourdain.
Main basse sur la presse d'opposition. C'est au petit matin que l'assaut a été donné par les forces de police. Des journalistes et députés s'étaient barricadés dans les locaux. Sur ces images, le bâtiment de Bujun TV, un des titres phares de l'opposition à Erdogan. Sans autre forme de procès, la police déloge les manifestants. Des manifestants pas réellement surpris par ce coup de force des autorités. Lundi déjà, le groupe de presse détenant les 2 chaînes de télévision avait fait l'objet d'une mise sous tutelle judiciaire. En cause notamment sa proximité avec le mouvement de Fethullah Gülen, opposant numéro 1 d'Erdogan depuis 2013, date à laquelle un gigantesque scandale de corruption a éclaboussé l'entourage du président turc. Un président turc dont les manœuvres antidémocratiques n'étonnent d'ailleurs plus en Turquie. Selon diverses ONG, les attaques contre la presse se sont multipliées ces derniers mois. Entre juillet et septembre, pas moins de 28 journalistes ont été poursuivis en justice. 24 autres ont été emprisonnés. Plusieurs cas d'intimidation physique ont par ailleurs été recensés. Il s'agit clairement d'un coup d'État contre l'opposition, contre la liberté de la presse, contre la liberté d'entreprise. Vous savez, il n'y a parfois pas besoin de tanks et de généraux pour organiser un coup. Nous assistons en Turquie à un coup d'État déguisé sous des habits civils. Et ceci est intolérable tant pour la population turque que pour les alliés internationaux du pays. Il faut dire qu'à l'approche des élections législatives, les nerfs sont à vif en Turquie. Alors qu'Erdogan joue dimanche une partie de son avenir politique, l'opposition pro-kurde se dit victime d'une véritable chasse aux sorcières. Et les arrestations de membres soupçonnés d'appartenir à Daesh s'accélèrent. Dernière extravagance en date, Erdogan a ordonné le report du passage à l'heure d'hiver, officiellement pour inciter le maximum d'électeurs à se rendre aux urnes dimanche. La France n'a pas l'intention de renvoyer les 2 pilotes d'Air Cocaïne vers la République dominicaine. L'évasion spectaculaire des 2 condamnés pour trafic de drogue a donc réussi, même s'ils auront sans doute à rendre des comptes à la justice française. Myri Maman. Pascal Fauré et Bruno Odos ne seront pas extradés. Confirmation mercredi matin du porte-parole du gouvernement français. La France appliquera les règles de droit. Nous n'extradons pas des citoyens français lorsqu'ils sont sur notre sol. Les 2 pilotes français ont été condamnés en août dernier à 20 ans de prison pour trafic de drogue par la justice dominicaine. En résidence surveillée depuis le verdict, ils ont réussi à s'enfuir et à rentrer en France le week-end dernier. Ils s'estiment victimes d'une injustice. En tout cas, on s'est conformé à tout ce qui nous a été demandé dans cette République, qui pour moi n'en est pas une. Et on a été digne de leur confiance, voilà, jusqu'à ce que notre confiance à nous soit trahie. Une procédure judiciaire est en cours en France pour tenter de démêler l'affaire. Les 2 Français se disent sereins. Je viens chercher ici la justice, la vraie justice. Je ne redoute pas de condamnation. Je suis innocent. À Saint-Domingue, les autorités ne comptent pas en rester là. Un mandat d'arrêt international devrait être lancé à l'encontre de Pascal Fauré et Bruno Odos, ce qui leur interdirait de fait de quitter l'Hexagone sous peine d'être arrêtés. La République dominicaine fera tout ce qui est en son pouvoir pour amener les 2 pilotes à Saint-Domingue pour qu'ils purgent leur peine, mais aussi pour amener ceux qui ont collaboré à leur évasion. 2 autres Français condamnés eux aussi dans l'affaire Air Cocaïne sont eux toujours à Saint-Domingue. Ils se sentent isolés. Ils me sont isolés aujourd'hui, oui, parce que je suis tout seul ici, parce que c'est difficile, parce qu'il faut surmonter tout ça. J'ai personne à qui parler, j'ai 4 murs autour de moi, donc c'est pas facile. Le gouvernement français a annoncé tout mettre en œuvre pour soutenir les 2 Français restés en République dominicaine. Direction à présent un petit village du sud de la France dont le nom prédestinait sans doute sa destinée liée à Israël. C'est là en effet qu'avant la guerre de 39-45 fut installé le seul kibboutz jamais créé en France. Il fonctionna durant quelques mois. Une histoire méconnue racontée par Elsa Mimoun sur place. Jujal Nazareth, petite commune française de quelques centaines d'habitants située en Corrèze, à 500 km de Paris. C'est ici que l'on peut trouver les vestiges du seul kibboutz jamais établi en France et fondé en 1933 à l'initiative du baron Olivier de Rothschild. Il sera baptisé Mahar, qui signifie demain en hébreu.
Voilà où se situaient donc les fameux pionniers qui voulaient rejoindre donc la Palestine. Et les logements de ces personnes se trouvaient ici, là. C'était surtout ici. Ici, on avait un autre bâtiment ici qui a été démoli ici, là. On avait un bâtiment, là où vous voyez, là, sous la partie renforcée, là, on avait un bâtiment qui a été démoli. On avait des activités importantes à cette époque-là, à la place du hangar, là-bas, des personnes qui travaillaient la terre. À cette époque, ils sont quelques centaines environ, principalement des juifs européens fuyant l'Allemagne nazie et intellectuels pour la plupart, à être venus séjourner ici, afin d'apprendre à travailler la terre, parler hébreu et de se préparer ainsi à une prochaine montée en Israël. 75 hectares de terre mis à leur disposition par la famille Verlahac, ancien propriétaire du lieu. Le fils, Lucien, se souvient. C'était les greniers, c'était les dortoirs et les chambres étaient certaines personnes qui avaient des particularités, ou les femmes ensemble ou comme ça. Mais ils n'avaient pas l'eau courante, il fallait porter l'eau. Et quand l'été arrivait, qu'il y avait manque d'eau au puits de la place, il y en a un puits là à côté du four à pain. Quand il était vide, ils allaient chercher l'eau à 1 kilomètre avec des seaux. Toute la journée, ils faisaient la corvée d'eau pour faire le linge, pour faire la cuisine, pour tout faire. L'apprentissage se déroule bien malgré des conditions rudimentaires. La population réussit même à vendre ses récoltes au marché local, suscitant parfois la jalousie des habitants du village. Les femmes portent des shorts, tout le monde travaille dimanche et se repose le samedi, à contre-courant du rythme de la vie du coin. Le climat antisémite latent de l'époque et le préfet de la région ne voyant pas d'un bon œil ses nouveaux administrés, le kibboutz est contraint de fermer ses portes 2 ans à peine après l'ouverture du site. À la mairie du village, on garde encore les traces de ce passage. Ce sont tous les mariages qui sont datés donc de cette année-là. Et on s'est aperçu très rapidement que 1933 et 1935, il y avait eu un nombre beaucoup plus important de mariages sur notre commune que les autres années. De nombreux mariages blancs mais légaux sont célébrés car seules les familles disposant d'un livret officiel peuvent prétendre au départ pour la Palestine mandataire. J'ai un témoignage où elle m'a dit avec humour, enfin ça m'a été traduit, mais avec humour, non, ce n'était pas un mariage blanc puisque je suis là, elle m'a dit. Voilà, donc il y a eu peut-être des mariages blancs, mais il y a eu des vrais mariages, parce que c'était une vraie vie. Aujourd'hui, le village de Jujal Nazareth est en contact avec les descendants des pionniers, dont la plupart étaient partis s'installer au kibboutz Ayelet HaShachar, en Galilée, dans le nord d'Israël. L'impasse où se situent les vestiges sera bientôt rebaptisée Passage du kibboutz Machar, de quoi figer la mémoire de ces jeunes pionniers à tout jamais. Le vin a toujours la cote, sa production devrait même augmenter sensiblement cette année selon des premiers chiffres, mais cette hausse de la production ne profite pas à tous. L'Italie passe ainsi devant la France à la première place des pays producteurs, alors que d'autres pays d'Amérique latine notamment progressent de manière étonnante. Julia Ganancia. Le vin a toujours le vent en poupe. La production mondiale devrait augmenter de 2% en 2015, mais sur le podium, la France n'est plus le premier producteur mondial. L'Italie est en passe de récupérer la première place. Pourtant, les vendanges françaises ont été plus abondantes que prévu. La très bonne récolte en Languedoc-Roussillon, première région viticole française en augmentation de 7%, ainsi qu'une hausse attendue dans le Bordelais, ont compensé les moins bons résultats en Vallée du Rhône, en Bourgogne et dans le Beaujolais. Pas suffisant toutefois pour conserver le titre de premier producteur mondial de vin. Car cette année, la météo a été plus favorable aux vignes transalpines. Selon l'Organisation internationale du vin, la production viticole italienne affiche une hausse de 10%, un fort rebond après des vendanges 2014 maigrelettes. Suit l'Espagne en retrait cette année de 4%. Ces performances du trio de tête du classement mondial confortent la domination européenne. Ces 3 pays représentent à eux seuls 48% de la production mondiale. Parmi les autres pays gagnants, en 2015, les États-Unis se distinguent. Le 4e producteur mondial progresse de 1% à 22 millions d'hectolitres. Mais la palme de la hausse est décrochée par le Chili avec un bond de 23%, talonnant le numéro 5 mondial, l'Argentine, en repli de 12%. La Chine reste au 8e rang mondial. La France conserve toutefois une couronne, celle de premier producteur mondial de vin rosé. Avec un tiers des volumes totaux, elle devance cette fois l'Espagne et les États-Unis. L'Italie ne se classe qu'en 4e position.
Alors on est en ligne justement depuis le sud de la France avec François Pugibé. Bonsoir, vous êtes producteur de vin, œnologue. C'est un vrai souci ou pas de perdre la première place quand on est producteur de vin français, de peut-être le premier producteur dans le monde? Ben, disons que c'est toujours gênant d'avoir cette position. Il y a certainement beaucoup de raisons, entre autres la principale à mon sens est l'arrachage massif qui a eu lieu en Languedoc en particulier, qui était une zone de grosse production jusqu'à ces dernières années et qui petit à petit a perdu plus de la moitié de son vignoble. Voilà, bon, c'est quand même des raisons disons un volume de la perte. Alors même si la production de rosé est très importante dans la région et permet de donner un ballon d'oxygène, il est regrettable quand même qu'il y ait eu des directives et qu'on ait arraché massivement le vignoble en Languedoc parce qu'il y avait quand même il y a encore un gros potentiel de production viticole. Voilà. Comment on arrive à lutter, François Pugibé, contre la concurrence, notamment de ces vins d'Amérique latine qui, on le voit, font des bons spectaculaires? Ben, disons que nous, on essaye de s'adapter, personnellement, on essaye de s'adapter en permanence au marché, entre autres avec la maîtrise de l'alcool, entre autres. Ça a été un des combats des 10 dernières années, de ne pas avoir des vins trop forts en degré, puisque quand même, on peut le tourner dans tous les sens et le regarder de diverses manières. L'obstacle majeur à la consommation de vin demeure l'alcool. Donc bon, il y a eu cette histoire, l'alcool. L'avance de l'Italie à l'heure actuelle, elle est due à la production aussi beaucoup du Prosecco, de vins effervescents, sur lesquels il y a une grosse demande à l'heure actuelle. La France est enfermée dans un système très rigide d'AOC, qui limite les rendements, qui limite la production à tous les niveaux. Donc il est certain que on est obligé de perdre les parts de marché à cause de ça. Voilà, donc victime de cette réglementation excessive en France. En tout cas, la France n'est plus le premier producteur mondial de vin. Merci François Pugibé. Je rappelle que vous êtes œnologue et viticulteur dans le sud de la France. Merci d'avoir été en direct avec nous. C'est donc l'Italie qui a pris la première place de ce classement. On va se retrouver dans un instant pour revenir à nouveau sur le dossier syrien. Nous recevrons un diplomate israélien, Yitzhak Levanon, pour analyser ce qui pourrait se passer vendredi à Vienne, où vont se réunir toutes les principales puissances, dont l'Iran, qui refait donc une nouvelle apparition à Vienne aux côtés des puissances internationales, pour trouver une issue politique à cette crise. Et puis nous recevrons également le maire de Cannes, qui est en visite en Israël, David Linard, et qui a lancé aujourd'hui un appel original, vous le verrez, pour essayer de financer les dégâts causés par les récentes inondations dans le sud de la France. Inondations qui ont frappé également Israël aujourd'hui. Image spectaculaire à venir juste après une courte pause. À tout à l'heure. Retour à Vienne pour la diplomatie internationale. États-Unis, Russie, France, Arabie Saoudite et Iran seront réunis vendredi pour tenter de trouver une issue politique à la guerre civile en Syrie. Un député arabe israélien sur le mont du Temple pour défier l'interdiction de Netanyahou. La police l'a éconduit, mais le Premier ministre israélien dénonce cette provocation. 2015, un bon cru pour la production de vin dans le monde. Elle sera en légère hausse, mais cela profite à l'Italie qui passe devant la France en tant que premier producteur mondial. « 118 frappes en moins de 24 heures. La Russie n'en finit pas d'annoncer un nombre de frappes record chaque jour en Syrie depuis qu'elle a commencé ses cibles, en l'occurrence les rebelles syriens. Avant de revenir sur l'aspect diplomatique de cette crise dans un instant, les obsèques aujourd'hui en Russie du premier soldat russe mort en Syrie. Officiellement, il s'est suicidé par pendaison, mais ses proches, eux, ne croient pas à cette thèse. Maxime Pérez. Une foule nombreuse et silencieuse a assisté aux obsèques de Vadim Kostenko, premier soldat russe à être mort en Syrie.
Dans le cortège, de nombreux hommes en uniforme dépêchés dans le petit village de Gretchanaya Balka, au sud de la Russie, pour saluer leurs frères d'armes. Couronne mortuaire et bouquets de fleurs ont été déposés sur sa tombe. Une cérémonie ponctuée par une salve d'honneur. Familles et proches du militaire n'ont pu retenir leurs larmes et leur incompréhension. Contrairement à la version officielle des autorités, eux estiment que Vadim ne s'est pas suicidé. Je n'y crois pas un instant. Vadim était très... Comment dire, c'était un garçon très sérieux. Faire ce qu'il aurait fait pour une fille, non, je ne crois pas que ce soit la raison. Ici, tout le monde est convaincu que quelque chose n'est pas clair. On cherche à nous cacher quelque chose. S'appuyant sur les premiers résultats d'une enquête interne, l'armée russe a annoncé ce mercredi que le soldat dont elle avait annoncé la mort sur l'une de ses bases aériennes en Syrie s'était en réalité pendu. La veille, son geste avait été imputé à un chagrin d'amour. Vrai ou pas, c'est pour l'instant dans les airs que la Russie concentre ses opérations sur le théâtre syrien. Lors des dernières 24 heures, ses avions auraient bombardé près de 118 positions djihadistes. Images et cartes à l'appui, l'armée russe affirme que ces attaques ont visé les provinces d'Idleb, Homs, Hama et Latakia. Une offensive qui ne connaît pas de temps mort depuis maintenant 4 semaines. Une façon de dire que Moscou ne veut laisser aucune place au débat sur son engagement militaire en Syrie. Alors vendredi, il y aura donc ce sommet international sur la Syrie à Vienne. On en parle avec vous. Yitzhak Levanon, bonsoir. Bonsoir Jean-Charles. Ambassadeur d'Israël. D'abord, est-ce que pour vous, c'est une bonne idée que l'Iran soit convié à ces discussions où il y aura les Américains, les Russes, les Français et l'Arabie Saoudite ? Regardez, les États-Unis l'ont dit de façon très claire que l'Iran joue un rôle prépondérant en Syrie et même dans la région. Donc on ne peut pas, fermer les yeux et dire que bon voilà, l'Iran ne va pas participer parce que l'Iran, elle est sur place avec 7000 ou 8000, même plus que cela, de passedarans et de soldats de la garde républicaine qui sont sur place et qui essayent d'aider Bachar el-Assad. Donc, si on va faire une réunion pareille, qui n'est pas internationale, mais avec la participation de plusieurs partis, c'est pour cela qu'elle a le titre d'international. Donc, les Américains ont accepté aussi que les Iraniens puissent participer. À mon avis, les Américains veulent que les Iraniens participent parce qu'ils ont une plus grande visée après la signature de l'accord sur le nucléaire. Ils veulent attirer les Iraniens pour être un catalyseur, que ce soit au Liban avec le Hezbollah, ou avec la Syrie, ou les Houthiyyin au Yémen, pour trouver des solutions amables et qu'on retourne à la stabilité dans cette région. C'est ce que les Américains veulent. S'ils vont réussir, c'est une autre question. Mais alors aujourd'hui, il y a quand même une vraie dissension quand même au sein de tous ces pays, c'est de savoir ce qu'il faut faire d'Assad. Il y en a qui sont complètement hostiles à ce qu'il reste au pouvoir, et puis il y en a, comme les Russes. C'était la question depuis le début. Ce qui est arrivé pendant les 3-4 mois passés, c'est que la Russie, elle a réussi à convaincre tout le monde, y compris les États-Unis, qu'il n'y a pas une solution militaire et que la seule solution, c'est une solution politique. Donc, il faut s'acheminer vers cette solution. Cette solution politique, les Russes, ils ont présenté même un plan, c'est un gouvernement de transition, mais préserver les institutions, y compris l'armée syrienne, pour qu'il n'y ait pas un chaos ou une catastrophe dans le pays. La Russie, elle a proposé, peut-être que ça va être discuté à Vienne, c'est que dans ce processus de paix, les Russes, Moscou va donner la garantie que Bachar el-Assad ne restera pas plus que 18 mois dans le pouvoir pour cette période de transition. Et ça, les Iraniens sont prêts à l'accepter ? Les Iraniens sont prêts à accepter 18, 24 et 30, parce qu'ils sont sur place, ils veulent rester sur place. Les Saoudiens, qui sont les seuls qui font face aux Iraniens aujourd'hui, avec l'aide plus ou moins des Américains, mais ils le font seuls, ils disent 6 mois, c'est suffisant. Donc, à Vienne, ils vont essayer de trouver un dénominateur commun pour voir de quelle façon on peut entamer ce processus, arrêter les attaques entre les différentes factions syriennes et s'acheminer vers ce processus avec une période de transition, que ce soit de 6 mois ou un peu plus, mais avec l'idée très claire que Bachar el-Assad ne peut pas continuer. Lorsqu'on va terminer avec tout cela, tout le monde va s'y mettre contre Daesh, ISIS ou l'État islamique pour nettoyer la Syrie. Ça va prendre beaucoup de temps. Donc demain, je crois que c'est un essai
de tout le monde, de tous les participants, parce que tous les participants en Syrie seront sur place, pour voir s'il y a ce dénominateur commun pour arriver à ce que convaincre que Assad serait une période très limitée et entamer un processus de transition qui est très important pour la Syrie. On va le voir demain. D'un mot, pour Israël, c'est quoi la meilleure solution? Qu'Assad reste ou qu'il parte très vite? Non, on n'intervient pas, mais je crois que on doit, étant donné qu'il y a l'intervention des Russes et des Américains, etc., je crois qu'il va prendre en considération une Syrie qui serait stable, une Syrie qui ne serait pas hostile à tous ses voisins. C'est l'idée principale lorsqu'on parle de la transition et du départ de Assad. Merci Yitzhak Levanon, ambassadeur d'Israël, donc sommet qui commence vendredi à Vienne. Des inondations spectaculaires sur le centre d'Israël aujourd'hui. Des trombes d'eau sont tombées sur des villes peu habituées à ce genre d'intempéries. Bilan, quelques blessés, mais des dégâts qui s'annoncent très importants. Julia Ganancia. Cette photo a fait le tour du pays. Et c'est bien en Israël qu'elle a été prise, dans la ville d'Herzliya exactement. Une nouvelle vague de pluie diluvienne a frappé le centre et plus particulièrement le Sharon, une région située au nord de Tel Aviv. De nombreux résidents d'Herzliya, Ranana et Kfar Saba ont été bloqués dans des ascenseurs ou des autobus en raison des coupures de courant dues aux orages et à la montée des eaux. Les habitants sont démunis et déplorent le manque d'informations. Ils ont envoyé un message à tous les habitants pour nous informer que la foudre avait touché un poteau électrique. Ils disent qu'ils ne savent pas dans combien de temps ça sera réparé. C'est ça qui m'inquiète. C'est l'obscurité, on ne sait pas quoi faire. Il n'y a pas de clients et ma maison est sans dessus-dessous. Cela fait 4 jours que je n'ai pas d'électricité, donc pas de frigo et je ne peux même pas charger mon téléphone. Les pompiers ont dû intervenir à plusieurs dizaines de reprises pour secourir des personnes bloquées dans leurs véhicules ou dans les autobus, mais aucun blessé n'est à déplorer ce mercredi. Les maires de Ranana, Kfar Saba et Herzliya interpellent les responsables nationaux pour exiger la création d'une commission d'enquête. J'ai décrété l'état d'urgence et tous les services de secours sont mobilisés pour sauver des vies. Sur le plan national, nous ne sommes pas préparés. C'est l'anarchie complète. Il faut mettre un terme à cela immédiatement. 72 heures sans électricité, c'est le tiers-monde. À Tel Aviv, les feux de signalisation ont cessé de fonctionner à de nombreux carrefours, créant des embouteillages monstres, comme ici, près des tours Azrieli. Plus d'une quinzaine de milliers de foyers sont actuellement toujours sans électricité. Et selon les météorologistes, le pire serait encore à venir. D'ici vendredi, il pourrait tomber le tiers des précipitations annuelles alors que nous ne sommes même pas encore au mois de novembre. Alors avec nous dans ce studio, David Lisnard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le maire de Cannes. On vient de voir des images d'inondations, ça a dû vous rappeler des souvenirs terribles puisque vous avez vécu ça de très près à Cannes il y a quelques jours. Quelques jours, hein, et on est encore dans la gestion de crise puisqu'on a reçu des intempéries absolument inouïes. Rendez-vous compte, sur un quartier, 1 500 000 mètres cubes d'eau qui nous sont tombés dessus en quelques minutes. 5 morts cannois, 20 morts sur la Côte d'Azur, des dégâts considérables et beaucoup d'humilité face à de tels phénomènes. Cannes est en bord de mer, on récolte les eaux des montagnes, des Alpes qui arrivent, des collines alentours. Donc on est en gestion de crise. J'ai tenu à maintenir ce déplacement en Israël, mais ça fait 3 semaines, depuis le 3 octobre, que l'on gère cette crise, que l'on doit répondre aux exigences d'une marque internationale qu'est Cannes, qui accueille de grands événements, mais surtout s'occuper des habitants. Il y a une grande solidarité, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de professionnalisme dans la gestion de cette crise. Mais quand j'ai vu ces images, j'ai envoyé tout de suite un email à mes collègues maires victimes de ce sinistre. Heureusement, j'ai l'impression que l'eau est là de façon spectaculaire, mais qu'elle n'a pas la violence de ces torrents que l'on a reçus sur la ville de Cannes. Alors justement, vous avez lancé aujourd'hui, David Lisnard, un appel original à la solidarité dans le quotidien Le Parisien aujourd'hui, parce que vous vous adressez finalement à ces stars qui viennent chaque année, évidemment, qui font la renommée de Cannes, mais qui profitent aussi de Cannes chaque année, et vous leur dites, peut-être là, vous pouvez nous aider. C'est un appel C'est très pragmatique. C'est qu'on a énormément de dégâts matériels. Sur le domaine privé, d'après les assurances, sur la seule commune de Cannes, au moins 300 millions d'euros de dégâts. Bon, ceux-là vont faire l'objet de beaucoup de remboursements d'assurance, je l'espère. Sur le domaine public, une grande partie des dégâts n'est pas assurable, ce que peu de gens savent. Donc, toutes les voiries qui sont détruites, etc. Et il faut que je trouve des financements. Il est hors de question de toucher au taux d'impôt, parce que d'abord, je ne veux pas toucher au taux d'impôt. Je veux réduire la dette, et je continue, je l'ai déjà fait. Et c'est une réalité. Et d'une part, et d'autre part, je ne veux pas infliger une double peine aux contribuables cannois. Ils sont victimes. Ils sont contribuables et victimes. Donc, il faut être astucieux, il faut être pragmatique.
Et il est vrai que Cannes est devenue la deuxième ville française en salon professionnel. On accueille le Festival de Cannes, donc c'est ce qui génère de l'intérêt médiatique, mais on accueille aussi le MIPIM, le MIPTV, le MIPCOM, le Taxi World Exhibition, etc. Donc on a des grands décideurs du monde entier qui viennent à Cannes, qui y reviennent chaque année. Et l'idée, c'est de dire, si vous voulez nous aider à reconstruire, nous avons besoin de financement. Dans le malheur, j'ai de la chance parce que j'ai créé au mois de septembre un fonds de dotation. Je crois qu'on est une des premières villes françaises ou la première à avoir un tel fonds. Donc on a le véhicule juridico-administratif. Et le but, c'est d'avoir des financements. Donc c'est extrêmement pragmatique. Rendre le cadre de vie, donc rendre notre attractivité, notre compétitivité par la beauté des lieux, par les services publics, mais aussi préserver le contribuable et le budget de la commune. Bon, et les stars répondent? Vous avez déjà Je vais vous dire ça dans quelques jours, mais je suis assez optimiste. Tout le monde me dit, mais pourquoi répondrait-il? Mais pourquoi ne répondrait-il pas d'abord? Et puis on essaie de faire les choses comme il le faut, on les contacte, on les appelle. L'idée, c'est de créer un sentiment d'appartenance. Vous venez à Cannes, vous faites rayonner Cannes, mais vous rayonnez aussi grâce à Cannes, grâce à des infrastructures que nous portons, grâce à des investissements événementiels que nous assumons. Aidez-nous dans ces périodes très difficiles. Qui ne tente rien n'a rien, donc je tente. Bon. Alors vous êtes en Israël, David Lisnard, à un moment où le pays traverse une vague de terrorisme qui n'en finit pas. Elle a encore continué aujourd'hui. Il y a eu de nouvelles attaques. Il y a eu 11 Israéliens tués dans des attaques au couteau. On a l'impression qu'il y a une différence de traitement entre le terrorisme qui est vécu ici en Israël, celui que la France a vécu, dans la manière dont cela est vécu en Europe. Est-ce que vous avez l'impression que c'est la même chose, finalement, qu'Israël est confronté au même terrorisme que celui auquel a été confrontée la France? Il faut toujours beaucoup de précautions quand on analyse ces phénomènes, parce que pour connaître les ressorts d'un passage à l'acte terroriste, cela nécessite effectivement du soin. Ce que je crois, c'est quand même que la France, qui est le pays d'Europe le plus exposé au terrorisme, on a eu dans le Thalys récemment, dans le train, on a eu un chef d'entreprise qui s'est fait décapiter au mois de juin, on a eu les terribles attentats de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher et d'autres. On a eu des soldats attaqués à coups de couteau, donc on retrouve quand même des points communs. Je crois qu'on est quand même face à un phénomène assez similaire, d'une sorte d'ubérisation du terrorisme. On voit bien, et ce qui est très difficile à appréhender, il faut s'habituer, je crois, à vivre avec cette menace, il faut la maîtriser. Et ce qui m'intéressait dans mon voyage en Israël, c'était d'abord de montrer une sérénité, de dire, moi je viens en Israël parce qu'on n'a pas peur, il ne faut jamais avoir peur, en tout cas il ne faut pas le montrer, parce que la peur ça fait partie de l'homme, mais il ne faut pas le montrer, c'est une forme de soutien. Et c'est aussi pour apprendre. Cannes est une ville exposée. Nous avons eu un réseau terroriste démantelé à Cannes, la cellule dite Cannes-Troncy, qui avait réalisé d'ailleurs un attentat antisémite, avec une grenade qui n'avait pas fait de victime il y a 3 ans maintenant, de mémoire. Et je crois qu'il faut regarder ça avec beaucoup de fermeté, mais aussi de façon très professionnelle. J'ai rencontré des spécialistes de la sécurité encore ce matin. C'était très intéressant, on a échangé nos expériences. La France est en train de changer complètement de mentalité. C'est le bon côté, j'allais dire. Il était temps. On se rend compte qu'il faut une réponse technique, une réponse. On a des services de renseignement qui sont très performants en France, des services secrets qui sont performants. Il faut une réponse juridique. Et la dernière loi sur le terrorisme va loin, elle est performante, notamment pour se prévenir des cyberattaques, pour aussi faire de l'investigation, pas être que défensif, aussi elle est par des algorithmes et par la capacité de pénétrer des réseaux informatiques et des réseaux de télécommunications. Donc là on a des choses peut-être à expliquer et qui peuvent servir de modèle, mais aussi dans la gestion quotidienne du risque. Et puis, sans faire de corrélation, je lis des choses très contradictoires sur la motivation des terroristes qui s'attaquent aux Israéliens actuellement sur votre terre. Mais il y a une radicalité, un radicalisme, un islamisme radical. Donc, je ne sais pas si c'est toujours le cas chez vous. Je lis des choses contradictoires, donc je suis très prudent. En tout cas, je crois qu'on a un ennemi commun, que tous les démocrates, tous ceux qui croient à la liberté, tous ceux qui ont une certaine vision de la vie et de la civilisation ont un ennemi commun aujourd'hui, qui est l'islamisme radical, qui est le nazisme de l'époque, qui est anti-occidental, qui est anti-chrétien, qui est profondément antisémite, qui est anti-humanité, j'ai envie de dire, parce que beaucoup de musulmans modérés sont les victimes de ces islamistes radicaux. Et ça pose des questions fondamentales aussi sur la démocratie. La démocratie, c'est jamais un système absolu, c'est relatif. Où sont les limites de la démocratie? À partir de quel moment on se fourvoie en tant que démocrate, soit par notre faiblesse, soit en tombant nous-mêmes dans les mêmes méthodes. Pas facile de répondre à ces questions. Je crois qu'il faut être technique, il faut lutter. Moi, j'appartiens à une génération qui n'a pas de complexe d'infériorité, pas de complexe de supériorité vis-à-vis de... J'assume mon mode de vie.
voilà, je crois qu'il faut j'ai des enfants, j'ai 3 enfants et j'ai envie qu'ils vivent dans un monde sécurisé. Et surtout, je n'ai pas envie de revenir sur des fondamentaux de civilisation qui datent des Grecs, des Romains, de la civilisation judéo-chrétienne, du siècle des Lumières. C'est un substrat complexe, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression dans le respect de l'autre, l'acceptation du débat. Mais bien sûr, l'arrivée de ces migrants en Europe qui posent des questions. Là aussi, justement. Attention au raccourci, mais la question elle est légitime, hein, mais attention au raccourci. Parce que les migrants, ce n'est pas homogène. Mais il est évident que dans une société tendue comme la société française actuelle, on a un hyper-chômage, une hyper-fiscalité et un hyper-endettement. Donc on a la triple peine. Bon, on ne peut que rebondir, hein, c'est la bonne nouvelle. Mais la capacité d'accueil, elle est limitée. D'un autre côté, moi je suis maire d'une ville qui a accueilli des migrants, pour reprendre le terme du moment, hein, même si ce vocable, réfugiés, et puis tout se mélange. Hein. Donc on a une communauté arménienne très forte, une communauté libanaise très forte à Cannes, iranienne après la chute du Shah, et on pourrait scandinave, même si c'est une autre forme d'accueil, c'est pas pour des raisons politico-économiques, hein, c'est que pour la villégiature, mais qui s'installe à Cannes. Donc on est une ville cosmopolite, qui a des racines provençales et cosmopolites. Mais aujourd'hui, il est évident qu'on sent bien qu'il y a une tension civilisationnelle, quoi. Donc tout en pesant les mots, sans tomber dans l'amalgame, pour reprendre un terme un peu trop utilisé, sans stigmatiser, c'est le grand verbe, stigmatiser depuis quelque temps. Il est vrai qu'il faut se poser la question du mode de vie, de la capacité d'intégration et d'assimilation. Vous savez, moi, je crois que, sans faire de philosophie à 2 francs ou à 2 euros, comme on dirait plutôt maintenant, j'ai moins peur de la faiblesse, de la force des autres, donc des radicaux islamistes. Chaque époque a son lot de fous et de meurtriers, que de notre propre faiblesse. Je crois que tout ça révèle aussi une sorte de faiblesse spirituelle de l'Occident et de la France. Et donc, je crois que nous sommes en train de nous réveiller. On est en train de se rendre compte que patriote, c'est un mot moderne. Défendre une communauté de destin, savoir ce qui nous rassemble, c'est quelque chose de fort. Que les valeurs de la République, qui est une formule aussi un peu fourre-tout, mais renvoie à des choses extrêmement concrètes, extrêmement fortes, d'égalité des droits, de respect de la femme, et que ça mérite qu'on se batte pour. Il faut retrouver le sens du sacrifice. Je crois qu'il faut rétablir un service militaire, pas simplement national en France. Et les mentalités évoluent très vite. Moi, je suis un adepte de la liberté, notamment sur le plan économique. On a besoin d'oxygéner la société française et de l'autorité régalienne. Malheureusement, l'État en France, plus l'État a consommé de l'argent public, 47% de prélèvements obligatoires, hein, faut voir dans quelle situation on est, plus il est faible sur ses fonctions régaliennes. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut une alternance en France, profonde, au-delà même de la gauche et de la droite. Une alternance profonde, moderne, qu'on ne retrouve pas dans les extrêmes et qu'il faut réinventer dans un parti qui, j'espère, sera les Républicains, puisque moi, je suis engagé en politique. Merci beaucoup, David Lisnard, maire de Cannes. Merci d'être passé dans ce studio. Vous terminez donc votre voyage en Israël. Ils se font appeler les rabbins pour la paix, des rabbins israéliens qui aident des paysans palestiniens à cultiver leurs oliviers sur des terres disputées. Eh bien, dans la vague de tensions actuelle, cette initiative suscite parfois des accès de violence. Reportage, Maël Benoliel. Ces images parlent d'elles-mêmes. Elles ont fait le tour du monde. Celle d'un rabbin attaqué au couteau par un homme cagoulé en Cisjordanie, tout près de la ville palestinienne de Naplouse et de nombreuses implantations israéliennes. Celui qui a été attaqué, c'est lui, Arik Asherman. J'ai eu quelques blessures au niveau du torse à cause d'une pierre que j'ai reçue et je me suis cassé le doigt en tombant. J'ai déjà été attaqué à plusieurs reprises, mais jamais encore avec un couteau. Il m'a parlé en hébreu, il m'a dit « Dégage d'ici, barre-toi tout de suite, tu ne mérites pas de porter une kippa ». Moins d'une semaine après les faits, nous avons retrouvé cet Israélien d'origine américaine dans un champ d'oliviers, tout près de celui où il a été agressé par un habitant d'une des implantations israéliennes voisines. Il s'est rapproché de moi en me donnant des coups de pied. Il a sorti son couteau, j'ai trébuché car j'avançais à reculons. À ce moment-là, je n'ai pas voulu faire monter la tension, mais j'étais tellement exposé qu'il fallait que je réagisse. Alors j'ai attrapé sa jambe au moment où il m'a donné un autre coup de pied, mais il aurait pu me tuer facilement. Une semaine après les faits, la police mène toujours l'enquête.
Comme tous les jours pendant la récolte des olives, Arik Asherman vient prêter main forte aux fermiers palestiniens. Via son association Rabbins pour les droits de l'homme, il répartit des bénévoles dans les champs de ces derniers. Objectif, éviter le vandalisme et les agressions de certains habitants des implantations israéliennes. Nous pensons que c'est important que ces gens reçoivent une protection. À plusieurs kilomètres de ces champs d'oliviers, en plein cœur de Tel Aviv, dans cette autre association, Yesh Din, les propos du rabbin Asherman font écho. Ce n'est pas seulement durant la période de récolte d'olives, c'est toute l'année durant. Presque à chaque fois que des fermiers palestiniens se rendent dans leurs champs qui se trouvent à côté d'implantations, les habitants de ces dernières vont essayer de les repousser de leurs terres. Mais selon ce chercheur qui lutte pour le respect des droits de l'homme et des lois dans les territoires palestiniens, les auteurs de ces exactions sont rarement punis. Nous avons aussi remarqué d'après nos bases de données que beaucoup d'oliviers sont vandalisés, coupés ou empoisonnés. Nous dénombrons 264 documentés lors de ces 10 dernières années. Seulement 6 personnes ont été traduites en justice. Aucune d'entre elles n'a été déclarée coupable. C'est dans un champ d'olives comme celui-là que le rabbin Arik Asherman s'est fait attaquer au couteau vendredi dernier. Mais pour lui, comme pour les bénévoles de son association Rabbins pour les droits de l'homme, pas question d'arrêter d'apporter leur aide à ces agriculteurs palestiniens de Cisjordanie. Un nouveau départ enregistré dans l'une des plus grandes maisons de couture de la place parisienne. Le créateur israélien Albert Elbaz annonce ce soir qu'il quitte Lanvin, dont il était le directeur artistique depuis 14 ans. Aucun motif évoqué, mais un simple communiqué pour officialiser le départ ce soir. Il y a quelques jours, c'est Raf Simons qui quittait la prestigieuse maison Dior. Et puisqu'on parle de mode justement, eh bien la Fashion Week vient de se terminer en Israël. Elle s'est déroulée évidemment sur des podiums parfaitement sécurisés, mais avec à l'extérieur cette vague de violence qui a, pourquoi pas, il faut le dire, influencé également les mannequins venus du monde entier participer à cette Fashion Week. Reportage Sandy Fortis. Podium, défilé, mannequins. La Tel Aviv Fashion Week a attiré les foules la semaine dernière. Plus de 30 créateurs ont dévoilé leur collection lors de 22 défilés qui ont séduit plus de 24 000 personnes. Des spectateurs parmi lesquels une centaine de journalistes internationaux et pas moins de 15 des plus gros acheteurs venus du monde entier. Une réussite totale pour les organisateurs qui ont refusé d'annuler l'événement malgré la période de forte tension dans le pays. Elena a débarqué en pleine crise sécuritaire en Israël. Depuis son arrivée, plusieurs attaques ont été perpétrées contre des Israéliens juifs, une situation qui ne semble pourtant pas l'inquiéter. Ici, la situation est toujours un peu intense, mais Tel Aviv est comme une petite bulle où l'on ne ressent pas trop ce qu'il se passe. Je me sens en sécurité ici. Elena est russe, elle enchaîne photos, essayages et Fashion Weeks depuis plus de 14 ans. Le top modèle a notamment défilé pour Giorgio Armani. Aujourd'hui, elle fait partie d'une agence de mannequins israélienne qui rassemble des top modèles de différentes nationalités. MC Square, comme elle, elles sont plusieurs à être venues des pays de l'Est pour cette Fashion Week. Dans son pays, on ne comprend pas ce qui l'attire en Israël. On pourrait croire qu'un mannequin se contenterait de l'image superficielle décrite dans les médias, et pourtant... Mes amis en Russie ne connaissent pas Israël. Ils disent que c'est dangereux. Je pensais comme eux avant, mais dès que j'ai découvert ce pays, tout a changé. Pour elle, c'est déjà la 3e Fashion Week en Israël. Elena a découvert le pays il y a quelques années et en est tombée amoureuse. J'adore ce pays. En dehors du stress du travail, je trouve que c'est un pays très relaxant. Tel Aviv est une ville qui ne dort jamais. Tout est ouvert 24 heures sur 24. On s'amuse beaucoup ici. Il y a des filles vraiment géniales ici, les Israéliennes. Je les apprécie vraiment. On s'est soutenues les unes les autres. C'était très important d'avoir des complices. Des complices russes, ukrainiennes ou israéliennes, comme Alina, qui apprécient que d'autres puissent découvrir son pays autrement. C'est très bien qu'elles viennent ici. Je pense qu'elles ne connaissaient que très peu de choses sur Israël avant. Et quand elles arrivent, elles se rendent compte que c'est très différent de ce qu'elles ont pu entendre.
Pour certains, Israël peut sembler être un pays dangereux, mais pour les Israéliennes, c'est parfois au-delà de ses frontières qu'on se sent en danger. Alina a fait son entrée dans le monde du mannequinat depuis tout juste 1 an. Elle a 23 ans, elle est juive, israélienne et fière de l'être. Pourtant, quand elle défile en Europe, elle ne dévoile pas toujours ses origines. Je connais des créateurs qui n'aiment pas Israël ni les Juifs. Je ne citerai aucun nom, mais pour ma carrière, parfois, je préfère ne pas dire que je suis israélienne, même si je suis très fière de mon pays. S'ils me demandent d'où je viens, je leur dis, mais s'ils pensent que je suis russe, parce que mon prénom est russe, je les laisse croire. C'est le prix à payer. C'est comme ça depuis toujours et ça ne changera jamais. La Tel Aviv Fashion Week s'est déroulée sans encombre. Comme partout ailleurs dans le pays, la sécurité était assurée, vigile à l'entrée, sac vérifié. Mais une fois à l'intérieur, la tension laisse place à la grâce, un petit moment de mode qui fait rêver, qu'on soit en front row ou sur le podium. C'est sûr, je reviens pour la prochaine Fashion Week. Je réserve déjà mon billet. Voilà, reportage Sandy Fortis pour le Culture Mag sur i24 News. On vous montrait hier cette vidéo qui a choqué l'Amérique, cette jeune lycéenne noire qui est sortie de sa classe Manu Militari avec une extrême violence par un policier américain. Eh bien, la sanction est tombée, elle n'a pas tardé. Ce policier a été limogé aujourd'hui par la police donc, de ce comté de Caroline du Sud, où s'est déroulée cette scène particulièrement violente. Voilà, dans un instant, nouveau journal complet, et nous on se retrouve dans une dizaine de minutes pour la suite du Grand Direct. On parlera notamment du 50e anniversaire d'une décision très importante du Vatican. À tout à l'heure. Retour du Grand Direct. Et il y a tout juste 50 ans, le Vatican publiait un texte qui allait chambouler des siècles de relations, souvent difficiles d'ailleurs, entre la chrétienté et le judaïsme. Nostra Aetate, c'est le nom latin de ce texte. Et on va en parler ce soir avec Thérèse Gottstein. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeure de théologie à l'Université catholique de Paris. D'abord, en quoi ce texte est un changement majeur, on va dire, dans les relations entre la chrétienté et le judaïsme? Alors, la première chose, c'est que c'est la première fois vraiment que l'Église s'est prononcée d'une manière ex professo, on va dire, c'est-à-dire donner un texte très précis sur sa relation au judaïsme. Jusqu'alors, c'était des textes disciplinaires, c'était différentes homélies qui ont grossi l'enseignement chrétien sur les Juifs de manière très négative. Et à partir de Nostra Aetate, on a un changement radical de discours avec un texte officiel, un texte du concile, donc à une autorité la plus grande qu'il peut y avoir dans l'Église, ou un texte qui donc va maintenant définir complètement différemment les relations. C'est la conséquence de Vatican II qui s'est tenue. C'est dans le cadre de Vatican II que ça se consacre. Alors évidemment, le contexte de Vatican II est très important parce qu'il y a le pape Jean XXIII qui l'initie, voudrait donner veut faire la paix avec le monde. D'une certaine manière, l'Église était en réaction par rapport à la modernité. Et tout d'un coup, cette modernité, on va l'intégrer dans l'Église comme étant aussi quelque chose à interpréter, et une Église qui va s'adapter à cette modernité, ou s'y ouvrir, ou rentrer en dialogue avec le monde. Et dans ce cadre-là, on rentre en dialogue avec les autres religions, et de manière privilégiée avec les Juifs. Alors justement, il faut rappeler qu'on est après la guerre, quand même une vingtaine d'années après la guerre, et il y a eu Pie XII et l'épisode évidemment de son rôle, ou plutôt de son silence dans ce qui constituait la Shoah. Donc tout cela a été préparé. Comment on en arrive justement à ce Nostra Aetate? Il y a eu un rôle notamment important joué par un historien, Jules Isaac. Jules Isaac, un historien français. Il faut bien dire qu'il y a quand même eu des gens qui, avant la guerre, ont commencé à travailler le sujet. Mais le fait est que Jules Isaac lui-même était un historien tout à fait assimilé, assez connu. Nos grands-parents ont connu le livre d'histoire qu'il a rédigé. Et donc Jules Isaac a été frappé de plein fouet par la Shoah, puisqu'il a perdu sa femme, sa fille, son gendre, et puis son fils qui est revenu des camps. Et donc c'est là où il a commencé à travailler le sujet, en se disant mais d'où ça vient aussi, comment est-ce qu'il y a pu dans cette société chrétienne, et majoritairement chrétienne, jaillir une telle fureur. Et c'est comme ça qu'il a travaillé. Il a essayé de voir comment était l'enseignement chrétien. Et en fait, ce qui était très beau dans sa démarche, c'est de voir que l'enseignement chrétien qui avait été véhiculé pendant presque 2000 ans n'était pas fidèle à la foi chrétienne. Et c'est ça sa conclusion.
Et c'est comme ça que quand il a entendu parler, entre autres, du concile qui était convoqué par le pape Jean XXIII, c'était l'opportunité de pouvoir donner une parole officielle de l'Église sur les Juifs. Alors il a réussi à avoir un rendez-vous, non sans difficulté d'ailleurs. C'était pas qu'un Juif vienne au Vatican, c'était pas très accepté par la curie plutôt. Et donc il a eu une rencontre de 25 minutes avec Jean XXIII, dont il donne tout un détail. Il était déjà assez âgé, il avait plus de 80 ans. Et ça a été, d'après les historiens, ça a été très important pour Jean XXIII, qui avait déjà en tête de vouloir faire quelque chose. Jean XXIII avait déjà retiré dans la prière du Vendredi Saint, il y avait un mot terrible sur les Juifs qui disait les Juifs perfides. Et donc le Vendredi Saint, tout de suite après son élection, il a fait retirer ce terme. Et visiblement, il a été très marqué par la guerre. Il a sauvé des Juifs pendant la guerre. Et pour lui, c'est un peu une réponse à Auschwitz, ce texte aussi. Ouais. Et ça veut dire quoi? Qu'on enlève finalement tout ce qui a pendant des siècles présidé aux relations entre la chrétienté et les Juifs, c'est-à-dire qu'on fait disparaître le peuple, les Juifs peuple déicide, toutes ces choses-là vont disparaître d'un coup? Tout ça disparaît dans ce texte qui est très court en fin de compte. On rappelle le lien qui existe, d'abord le lien qui existe entre les Juifs et les chrétiens, que l'Église est née du judaïsme, que les premiers disciples et que Jésus lui-même était juif. Ça paraît tout simple aujourd'hui, mais à l'époque, on avait fait une rupture vraiment radicale. L'enseignement chrétien avait induit une rupture, et que, en fin de compte, et que les Juifs étaient responsables de la mort de Jésus de génération en génération, avec cette culpabilité collective qui se perpétuait. Et ça disparaît du texte. Et on met au contraire, on promeut un dialogue, l'importance d'un patrimoine commun, d'un lien spirituel, d'une fraternité, et surtout, une chose encore plus importante, c'est que le judaïsme qui était considéré comme caduc, on lui redonne ses titres de gloire, j'allais dire. C'est un peuple qui reste élu, qui est aimé de Dieu, etc. Un discours qu'on n'entendait plus depuis des années. On ne cherche plus à convertir comme l'Église a voulu le faire. Alors la question de la mission a frôlé un peu la catastrophe. On a frôlé la catastrophe à la 3e version du texte. Ça a fait des grands émois dans le milieu juif, dont Abraham Heschel, qui est venu à Rome exprès pour rencontrer le pape, pour dire on peut pas remettre une allusion à la mission. Ça disparaît du texte. Et effectivement, il n'y a aucune allusion au fait que les Juifs doivent tous se convertir. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, ce texte a encore une portée très importante? C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, si les relations sont apaisées, vous les qualifieriez d'ailleurs comment? De bonnes aujourd'hui entre les deux religions? Oui, on est passé d'une relation d'ennemis à une relation fraternelle, de fraternité. Tout ça grâce à ce texte. Et ce texte a mis ça en route. Alors, ce texte en lui-même, il a des cicatrices parce qu'il a été remanié. C'est des textes de compromis, mais qui ont quand même été votés par... D'abord, il a été voté par tous les évêques qui étaient réunis. Donc ça veut dire que c'est un texte qui concerne toute l'Église. N'importe où dans le monde, c'est un texte qui fait autorité. C'est un discours officiel. Ensuite, c'est un texte qui, j'allais dire, c'est un peu la bannière aujourd'hui du dialogue judéo-chrétien. C'est-à-dire, tous les discours font allusion à ce texte. Il y a d'autres textes qu'il a engendrés. On a tiré beaucoup de choses de ce texte, même des choses qu'il n'a pas forcément voulu dire. Et j'allais dire, ce texte même, on y fait allusion dans l'accord fondamental qui a été signé en 1993, où les relations diplomatiques avec Israël sont devenues officielles. Ce texte-là est nommé même dans un texte diplomatique. Donc il a vraiment une fécondité. Et aujourd'hui, est-ce qu'il reste encore des contentieux à régler, qui ne sont pas réglés par ce texte d'ailleurs, entre les deux religions? Alors peut-être que ce n'est pas des contentieux à proprement parler, je dirais c'est plutôt encore des questions théologiques assez fines, ou des questions... la question de la mission est restée encore assez forte jusqu'à récemment. Est-ce que les Juifs est-ce qu'ils sont l'objet de la mission de l'Église ou pas, et pourquoi, et non? Ça reste un sujet assez difficile. Et la deuxième, c'est quand même aussi la question de la terre d'Israël, qui reste un sujet délicat, mais qui est plus au niveau des discussions théologiques, on va dire. Maintenant, au niveau du peuple chrétien, les gens, globalement, ils savent que Jésus était juif. Bon, ça...
un texte comme ça et des années et des siècles d'enseignement, ça a besoin de beaucoup de temps pour faire son travail maintenant dans la population elle-même. Mais c'est un texte, c'est une borne maintenant infranchissable. Il n'y aura pas de retour en arrière possible. Eh ben voilà, 50 ans, pile aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. C'est évidemment un épisode qui méritait cet éclairage. Thérèse Gottstein, merci. Je rappelle que vous êtes donc docteur en théologie à l'université et enseignante à l'université catholique de Paris. Ils avaient quitté le rêve américain pour celui d'Israël. Des migrants juifs venus des États-Unis pour s'installer il y a quelques mois en Israël. Où en sont-ils aujourd'hui et regrettent-ils les grands espaces américains? Réponse avec Joseph Emmanuel et Léa Berdugo. C'était il y a 4 mois. Ils étaient plusieurs centaines à émigrer en Israël. Après les mois et l'excitation d'une nouvelle vie, il faut revenir à la réalité. Comment vont ces nouveaux immigrants qui sont arrivés en Israël, dans une Jérusalem sous tension? Il y a 4 mois, Adam se séparait de sa famille à l'aéroport de New York. On le retrouve cette semaine dans un petit appartement de Jérusalem, alors que la pluie recouvre la ville. Quelle atmosphère, c'est un super quartier. Oui, c'est Nachalot. Oui, c'est génial ici. Voilà ma chambre. Comment était ta chambre à Philadelphie? Plus grande. Tu veux qu'il revienne? Non, il doit vivre là-bas. C'est mieux pour lui d'être là-bas. Il va vivre son rêve. La sœur d'Adam avait raison, il ne regrette pas un instant d'avoir quitté le rêve américain et sa maison à Philadelphie. La vie a plus de sens ici, je suis très heureux d'être venu. Beaucoup d'Israéliens te regardent et se disent que tu as abandonné le rêve américain pour venir ici. C'est aussi un rêve ici, mais un peu différent. Il y a trop de tout aux États-Unis, trop de choses matérielles. Et qui a besoin de ça? On pense qu'on en a besoin et on se convainc qu'on a de plus et de plus. Et c'est sans fin. Ici, il n'y a pas de ça, c'est différent. Adam a quand même eu le temps de prendre un cours de plongée à Eilat, de découvrir le pays et d'étudier dans un centre talmudique. Il s'apprête maintenant à découvrir un tout autre univers. Dans 2 mois, je commence l'armée dans une unité combattante. Tu sais ce que c'est les Golani en Israël? Je pense que oui, mais peut-être que non. Qu'en penses-tu? Je sais pas, une unité forte, j'appréhende beaucoup. Ne pars pas là-bas. Et comment conjugue-t-on pour une fille? Leur famille ne voulait pas qu'ils partent, mais Sonia et Daniel ne les ont pas écoutés. Je veux vivre dans un endroit où je pourrais vraiment retourner à mes racines, me sentir chez moi, à la maison. Et toi, qu'en penses-tu? Je voulais rester avec mon mari et je veux qu'il soit heureux. Vous m'avez dit il y a 4 mois que vous veniez pour lui. Je me souviens, oui. Je suis très heureuse d'être ici. Pour moi et pour nous deux. Oui, je suis très heureuse. Vous vivez dans le quartier de Harmon HaNatziv à Jérusalem. Avez-vous entendu parler de Jabal Moukaber? Oui, juste derrière la route. Et ça vous ne fait pas peur? Non, pas vraiment. On savait avant de venir que la situation n'est pas simple en Israël, au plan de la sécurité. Et je pense d'une certaine manière que, je ne dis pas que tout va bien, mais c'est bien qu'on soit arrivé en connaissant déjà le pays. Ils ont été super à l'agence juive. Nathan Sharansky est venu nous parler. Et s'ils doivent choisir quelle a été leur meilleure expérience jusqu'à maintenant, ils répondent sans hésiter le mois des fêtes juives en Israël. C'était incroyable de voir comment le pays entier s'est transformé. Là où j'ai grandi, on n'avait pas du tout ça. On ne sentait pas du tout l'atmosphère des fêtes juives comme ici. Oui, ici, tout le monde se souhaite bonne année en hébreu. On pouvait voir les cabanes de Sukkot partout dans les rues. C'était très spécial. On a vraiment ressenti quelque chose de spécial. Ce matin, le cours d'hébreu a été annulé pour un hommage à l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. S'il ne maîtrise pas encore l'hébreu, il chante en hébreu, une façon efficace de s'approprier la culture israélienne. Il existe des cours d'hébreu pour tous les types de nouveaux immigrants. Celui-ci est consacré aux jeunes ayant reçu un enseignement universitaire dans leur pays respectif. Ils sont 250 à vivre ici. Tous sont arrivés dans les 6 derniers mois. Ils viennent de 40 pays différents.
Voilà notre cuisine. Je vois que vous avez déjà des souvenirs, des soirées, des mariages d'amis. Oui, il y a plein de choses à faire en Israël. Depuis que je suis arrivée, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup à faire en une journée. Kylie et Charlotte sont très proches. Elles se connaissaient déjà à Los Angeles. C'est ensemble qu'elles ont réalisé leur rêve, venir vivre en Israël. Les deux ont déjà trouvé du travail dans une organisation américaine et leur appartement en plein centre-ville est devenu un lieu de rendez-vous pour beaucoup de jeunes. On ne fait que parler des Palestiniens. Parlons un peu des Israéliens. Que pensez-vous des Israéliens ? Ils sont très agressifs, car ils doivent l'être, ça se comprend. Ils doivent toujours faire attention à tout. Il faut s'habituer à ça. Quand par exemple on va au restaurant et qu'on te demande qu'est-ce que tu veux, aux États-Unis on te dirait plutôt qu'est-ce qui vous ferait plaisir. C'est une approche différente. Tu sais immédiatement à quoi t'attendre avec eux. Ils sont très directs. Aux États-Unis, les gens ne parlent qu'en bien des autres. On entend toujours « Comment puis-je vous aider ? Comment allez-vous aujourd'hui ?» Mais les réponses ne les intéressent pas. Ici en Israël, quand on vous demande comment vous allez, on vous pose réellement la question. Et ça, c'est génial. Je vois à l'instant qu'il y a encore eu un attentat. Voilà un mot que je ne connaissais pas avant. Élimination. À cause du décalage horaire, la réaction des proches arrive plus tard. Quand c'est l'après-midi en Israël, aux États-Unis, c'est le matin. C'est mon cousin, il me dit que je pourrais vivre dans un pays en paix. Et tu lui réponds quoi ? De se taire, car il sait que je ne reviendrai jamais vivre aux États-Unis. Je n'arrive pas à dormir, c'est ça qu'il écrit. Et que lui as-tu répondu ? J'essaye de le calmer, je lui dis que je suis en sécurité chez moi et il me demande de prendre des cours d'autodéfense. Il dit qu'il me faut peut-être une arme ou un couteau. Il est inquiet, mon frère est inquiet. Il vit à New York avec ses 4 enfants. La famille s'inquiète. Il pense que tu as fait une erreur ? Personne ne me dit ça. Ils savent qu'il ne faut surtout pas me dire ça, que je veux rester vivre ici et ils savent qu'il n'est pas question pour moi de rentrer pour eux aux États-Unis. Quel que soit ce qui se passe ici dans le futur. Je suis ici, je reste ici, mes enfants seront ici et leurs enfants seront ici et tous les juifs doivent venir, c'est ce qu'il faut. Nous avons cherché des nouveaux immigrants déçus par leur nouvelle vie. Nous n'en avons pas trouvé. Chez eux, ni cynisme ni amertume. Entre l'armée et le centre d'études juives, entre l'apprentissage de l'hébreu et la recherche de travail, entre les familles inquiètes et l'atmosphère tendue de Jérusalem, ils sont heureux, ils refusent même de s'habituer à ce qui est devenu en Israël une routine. Le jour où nous l'avions filmé lors de son arrivée en Israël, Kylie pleurait d'émotion. Et même aujourd'hui, plusieurs mois plus tard, quand nous lui montrons ce moment, elle ne contient pas ses larmes. Pourquoi tu me montres ça? Je regarde ces images quand on atterrit et qu'on nous dit bienvenue en Israël. Et revoir ce moment où je chante, quand j'essaye de chanter la tikva en tant qu'israélienne, en terre d'Israël. C'est très émouvant. Voilà, du rêve américain au rêve israélien. On va retrouver dans un instant Daniel Atlan pour un journal complet, point sur l'information de ce soir. Et on se retrouvera, nous, demain. Très bonne soirée sur i24 News.